Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en effet un bâtiment à énergie positive à Chambéry. Je vais commencer par parler un petit peu de nous. C'est un bureau, c'est un bâtiment qui a été construit par Citelia Énergie. Donc, Citelia Énergie, on est une entreprise qui est basée à Chambéry avec une antenne à Paris et une antenne à Toulouse. On travaille à 100% dans le photovoltaïque. Une entreprise assez pionnière dans le domaine, on travaille depuis 28 ans dans le domaine, autour de deux métiers. On est bureau d'études et on conçoit des solutions logicielles dédiées au photovoltaïque avec la suite Archelios. Voilà. Et en tant que bureau d'études, on fait des études d'opportunité, faisabilité, de la maîtrise d'œuvre, de projets photovoltaïques. Et ce qu'on a fait avec ce projet, c'est construire un bâtiment qui, on le verra, produit 2 fois plus qu'il consomme. C'est la suite de ce qui avait été construit en 2006 par Alain Ricot, qui était le gérant de Citelia à l'époque, à Montagnol, et qui était la première maison à énergie positive de France, qui avait été inaugurée par Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État à l'écologie, à l'époque en 2007. Donc on est resté dans le même esprit, mais en passant d'un bâtiment de 200 mètres carrés à un bâtiment de 1000 mètres carrés, qui reste beaucoup plus petit que ce qui a été présenté auparavant, mais qui est une taille de bâtiment intéressant. Et puis on fait partie d'un groupe, le groupe Trace, qui est spécialisé dans les logiciels énergétiques et les logiciels dédiés à la 3D. Alors, je vais présenter d'abord une petite vidéo sur le bâtiment. Donc, bon, on voit qu'on travaille dans le photovoltaïque. Alors, on avait demandé aux architectes de faire ressortir cet aspect-là. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour voir un petit peu le bâtiment. Le principe constructif est assez similaire à ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire que c'est un squelette béton, et dessus il y a des murs ossature bois qui sont rapportés, qui ne sont pas structurels, qui sont rapportés sur le bâti avec de l'isolation en laine de bois, donc c'est assez comparable en tout cas dans le concept. Alors on a une conception qui est bioclimatique, donc on n'avait pas une parcelle en triangle comme ce qu'on a vu auparavant, là on avait une parcelle rectangulaire qui avait la chance d'être orientée nord-sud. Donc évidemment, on s'est mis dans une orientation nord-sud avec le photovoltaïque, toute la production orientée vers le sud. Donc à la fois sur un auvent qui couvre le parking et qui vient du bâtiment, c'est une sorte d'ombrière de parking rapportée sur le bâtiment. Et puis à la fois, on a du photovoltaïque sur le toit. Voilà, j'y reviendrai juste après. Donc c'est un bâtiment qui consomme très peu d'énergie, qui a une enveloppe ossature bois, comme je l'ai dit, avec une isolation laine de bois. On a travaillé sur l'étanchéité à l'air. On a vraiment suivi la démarche négawatt, c'est-à-dire que d'abord ne pas consommer. Et comment on ne consomme pas dans un bâtiment? En hiver, on bénéficie des apports solaires. Donc on a des surfaces vitrées et en été, on cherche à se protéger des apports solaires. Comment on se protège des apports solaires? Côté sud, vous devez tous le savoir, c'est facile, il suffit de mettre des casquettes. Donc une casquette ici pour protéger l'espace en dessous, une casquette ici pour protéger les fenêtres des bureaux. Voilà. Côté est et ouest, on a des brises soleil orientables. Voilà. Qui descendent en fonction de l'heure et qui s'inclinent en fonction de l'heure de la journée. Voilà, donc on optimise vraiment les apports solaires. Il y a un aspect dont on parle moins dans les apports solaires, c'est l'éclairage. Alors, côté sud, là on a vraiment un espace de bureau en dessous. Alors c'est bien en hiver d'avoir le soleil qui rentre, mais par contre c'est éblouissant. On a une activité tertiaire, on travaille sur des écrans. Donc ce qu'on a mis, ce qui n'était pas prévu au départ, mais ce qu'on a mis en place, c'est des rideaux. Donc des rideaux qui sont, on va dire, clairs,
qui ne sont pas des rideaux occultants comme ce qu'on a ici, hein, et qui permettent en fait d'avoir finalement, quand le soleil arrive, on ferme les rideaux et on a comme si on avait des grands panneaux lumineux. Donc on a l'éclairage, c'est très confortable, on a la chaleur, mais on n'a pas l'éblouissement. Ensuite, côté système actif, donc on a une pompe à chaleur qui fonctionne sur des sondes géothermiques. Donc on a 4 sondes de 100 mètres de profondeur voilà, qui sont connectées à une petite pompe à chaleur. Hein. Pour un bâtiment de 1000 m², on a l'équivalent de... Voilà, on a 10 kW de pompe à chaleur, l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir dans une maison individuelle, d'une maison construite il y a quelques dizaines d'années. Et puis, on a pour le rez-de-chaussée, le R+1, un plancher chauffant, rafraîchissant, donc du béton ciré, hein, pour avoir un contact direct avec la chaleur. Et voilà, comme je le disais, on a optimisé l'éclairage naturel. Donc voilà un bâtiment bioclimatique, comme les anciens parlaient de bâtiments héliotropes. Quand je dis les anciens, parce qu'il y avait déjà des gens qui travaillaient il y a quelques milliers d'années sur ce genre de concept, hein, notamment les Romains, et qui travaillaient vraiment pour faire rentrer le soleil le plus possible en été, en hiver, le masquer en été. Vraiment un bâtiment qui est tourné vers le soleil. Côté production d'énergie, donc on a du photovoltaïque. Donc on a à peu près 2 fois plus de puissance que ce qui a été présenté dans le projet précédent. On a 70 kW crête de production. Sur le toit, on l'a vu là sur la vidéo, on a des panneaux photovoltaïques qui peuvent s'incliner avec une inclinaison variable. Alors, ce n'était pas par utilité, hein, je ne vous conseille pas de le faire sur vos bâtiments. En fait, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a des modules qui sont bifaciaux. Ça veut dire qu'ils captent l'énergie solaire, la lumière, à la fois sur la face avant, comme n'importe quel panneau solaire photovoltaïque, mais aussi sur la face arrière. C'est pour ça que si vous avez vu sur la vidéo, le parking est en stabilisé clair, ce qui permet d'avoir du reflet et de capter aussi la lumière en face arrière. Et sur le toit, on a une surface bitumineuse qui est claire aussi. Avec un albédo, un reflet de 35%, c'est à peu près ce qu'on a comme ordre de grandeur, ce qu'on a dans le Sahara à peu près. Et donc, comme on a des modules bifaciaux, que nous, notre métier, c'est de modéliser tout ça, on s'en sert aussi de bandes test pour tester en fonction de l'inclinaison, qu'est-ce qu'on va gagner avec ces modules qui captent aussi la lumière en face arrière. On fait du stockage. On fait du stockage d'électricité. Alors, on avait réfléchi au départ pour faire du stockage stationnaire, c'est-à-dire dans des batteries qui auraient été dans le bâtiment. Le problème, c'est qu'il faut des parts au coupe-feu, ça prend de l'espace dans le bâtiment. Alors qu'on va développer de plus en plus la voiture électrique. Donc, l'idée du projet, c'est de pouvoir stocker dans la voiture, mais de pouvoir aussi déstocker. C'est-à-dire de faire ce qu'on appelle, si vous avez déjà entendu, du V2G ou V2B, Vehicle to Building, ou Vehicle to Grid, c'est-à-dire de pouvoir stocker de l'énergie dans le véhicule, mais de pouvoir aussi retirer cette énergie pour l'utiliser dans le bâtiment. Donc c'est ce qu'on fait pour optimiser l'autoconsommation, c'est-à-dire la part de l'électricité qui est produite et qui est consommée dans le bâtiment. Comme je le disais, cette production, après une première année, alors le bâtiment n'est pas occupé en totalité, on avait prévu de produire 1,5 fois plus que ce qu'on consomme. Au final, on va produire 2 fois plus. Cette année, on a produit 2 fois plus que la consommation du bâtiment. Et on est bien content d'avoir du photovoltaïque, en dehors du fait que c'est notre métier, étant donné le prix du kilowattheure qu'on paye. À partir du 1er novembre, on a signé un contrat, on est arrivé à la fin de notre contrat d'électricité, on ne bénéficie pas du bouclier tarifaire et on paye 600 € du mégawattheure sur la période hivernale en heure pleine. Pour ceux qui ont quelques références de prix, c'est très très élevé, c'est presque... et 600 € hors toute taxe, hein, donc taxe comprise, on est presque à 1 € du kilowattheure. Et pourtant, on est passé par un courtier, on a pris le moins cher, on a signé un contrat en juin. Donc, comme je le disais, on fait du stockage, de l'autoconsommation individuelle, et on fait aussi de l'autoconsommation collective. C'est-à-dire qu'on le voyait aussi sur la vidéo, on partage avec les bâtiments de l'électricité, avec des bâtiments environnants sur le site. Donc, dans ce qu'on peut appeler un peu un smart grid, un réseau intelligent. Et on devait être le
premier projet, je crois qu'on sera le deuxième projet à faire du stockage bidirectionnel dans des véhicules électriques pour un projet d'autoconsommation collective. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir consommer de l'électricité produite par nos voisins et on va aussi pouvoir la partager avec nos voisins. Voilà un petit peu, notre projet sur un bâtiment qui fait 1060 mètres carrés de plancher. Et on a laissé aussi, c'est vrai que je n'ai pas parlé des modes de transport, on a mis les vélos sur le devant du bâtiment. Donc on arrive du bâtiment ici, donc on a un parking. Et souvent les vélos sont cachés un petit peu dans un bâtiment. Et comme le projet précédent qui a mis les vélos sur l'entrée, de la même manière, on a mis des vélos qui sont abrités ici, là sous le... Et qui permet vraiment, quand on entre, on passe devant les vélos. Et c'est à la fois pour des questions de sécurité. Du coup, les vélos étant à l'entrée du bâtiment, il y a assez peu de risques en journée qu'il y ait des vols. Et puis à la fois, ça montre qu'on peut, plutôt que d'avoir le parking vélo qui est à 500 mètres et le parking voiture qui est à 50 mètres, on a fait un petit peu l'inverse. Voilà la présentation. Alors j'ai été un petit peu plus court que les 20 minutes, ce qui peut laisser un temps d'échange avec la salle si vous avez des questions. Bon, vous avez du coup 8 minutes pour prendre des questions, ce qui est pas mal. Mais si on n'a pas, on enchaînera avec l'intervention suivante. Allez-y, on va vous apporter un micro et n'oubliez pas de vous présenter avant de poser votre question. Merci. Bonjour, Michel Goy, La Poste. Au sujet des véhicules que vous utilisez donc pour stocker et réinjecter, il faut quand même que les batteries soient adaptées pour suivre ce cycle de vie, si je puis dire. Parce qu'aujourd'hui, elles sont, nous à La Poste, on a une flotte importante de véhicules électriques. Et bien sûr, on s'est posé la question des smart grids. Mais aujourd'hui, on peut, même si la borne était bidirectionnelle, on ne peut pas réinjecter l'énergie stockée dans la batterie dans le réseau. Donc je ne sais pas si vous avez réfléchi. Pour rentrer dans les détails techniques un peu, les seuls véhicules qui le permettent, c'est les véhicules qui sont en CHAdeMO. En fait, c'est la norme qui avait été au départ asiatique. On va dire que les Japonais étaient un petit peu en avance sur la technologie. Et en gros, la voiture qui est aujourd'hui en CHAdeMO et la plus diffusée en France et en Europe, c'est la Nissan Leaf. Donc les Nissan Leaf sont prévus pour faire du stockage bidirectionnel. Après, si vous êtes plus sur du véhicule Renault type Zoé, aujourd'hui, ce n'est pas permis, mais les constructeurs travaillent pour le permettre aussi sur le combo CCS qui permet de faire aussi de la recharge en courant continu, comme le CHAdeMO. Ah oui. Donc ça va arriver dans les prochaines années, là. Ils travaillent dessus. D'accord. Et on a déjà une borne qui est prévue pour pouvoir aussi accepter ces véhicules-là dans le futur. Et si vous allez, alors je ne sais plus si c'est la gare d'Aix ou d'Avignon TGV, vous pouvez vous mettre sur une borne aujourd'hui qui est bidirectionnelle. Donc c'est opérationnel. Alors il y a assez peu. Aujourd'hui, avec un seul modèle de voiture, c'est ça? Voilà, il faut avoir une Nissan Leaf. Ils sont quand même très ciblés. Voilà, c'est un peu précis. Alors c'était le véhicule le plus vendu en Europe en 2020-2021. Donc c'est. Non, en France, c'est la Zoé. Et en France, l'année dernière, c'était la Tesla sur 2021. Comme quoi, tout le monde. Non, c'était la Zoé, vraiment. Sur 2020, je crois. Ouais, peut-être 2020. 2020 et 2021, les Tesla sont passés au-dessus. Merci. D'autres questions? Monsieur, allez-y. On vous apporte un micro. Bonjour, Pravil Lossel, société Etamine à Paris. Je me posais une question concernant en fait la température ressentie sous les ombrières et encore plus avec du PV bifacial. Comment ça se passe en fait la gestion du rayonnement de chaleur en été? Comment vous avez pu gérer cette question-là? Est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous fournir? Et la deuxième question qui est dans le prolongement de ce que disait le monsieur de La Poste, c'est est-ce que ça pose pas un problème sur le cycle de vie des batteries de venir aller stocker et décharger? Qu'est-ce que ça change là-dessus? Est-ce qu'il y a une différence sur la durée de vie des batteries des voitures? Alors, pour la première question, le rayonnement. Alors c'est vrai que des panneaux solaires fonctionnent à peu près à 50 degrés, 60 degrés l'été.
Donc évidemment, ils vont rayonner comme n'importe quel matériau qui est à 60 degrés va rayonner. Alors sur la partie, je peux le montrer sur notre logo, là, qui est le bâtiment, comme vous l'avez vu. Sur la partie parking, il n'y a pas de problème particulier. Sur la terrasse, on a une terrasse sud. Donc c'est vrai qu'il fait chaud. Voilà. Mais pas. Je veux dire, si on met des protections en tissu, on va aussi avoir du rayonnement qui va passer à travers. Là, on en a assez peu. Donc au final, on a quand même de la chaleur ressentie, parce qu'on a les panneaux qui sont assez près, mais dès qu'il y a une certaine distance, en fait, on n'a pas trop de problème. Voilà. En tout cas, on n'a pas considéré que c'était un gros problème. Après, sur la durée de vie, alors on n'a pas encore ça fait 1 an qu'on est dans le bâtiment, on n'a pas encore la borne qui est en fonctionnement, la borne bidirectionnelle. Néanmoins, avant de se lancer dans ce projet, on a lu un petit peu de littérature. Donc il y a des articles qui montrent même que ce serait l'inverse, que le fait de faire du stockage bidirectionnel pourrait permettre d'augmenter même la durée de vie, en tout cas de ne pas trop la faire diminuer, parce que ça pourrait permettre en fait à la batterie de rester dans sa plage où elle préfère être. Et une batterie de véhicule électrique préfère être en gros entre 30% et 80% de sa charge. Voilà. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Allez-y, monsieur, on va vous apporter. N'hésitez pas à juste vous présenter avant qu'on puisse savoir qui pose la question. Je crois que vous avez un micro qui arrive. Merci. Est-ce que le surplus de production photovoltaïque d'électricité est réinjecté que dans l'autoconsommation ou c'est revendu sur le réseau? On fait les deux. Donc on a plusieurs strates. Hein. On fait de l'autoconsommation individuelle sur le bâtiment, de l'autoconsommation collective avec les bâtiments environnants, là, dans un rayon de 2 km, qu'on va étendre. Donc on a vocation à autoconsommer tout sur place, étant donné que tous les bâtiments n'ont pas autant de production que le nôtre. Et en dernier recours, on vend l'électricité. Voilà. Ce qui est permis par le dernier arrêté tarifaire, voilà, qui permet de faire de la revente et de l'autoconsommation collective en même temps, ce qui n'était pas permis auparavant. Ok, merci. Merci, on a le temps d'une dernière question. Allez-y, on va vous apporter un micro. Et n'oubliez pas de vous présenter avant de poser votre question. Bonsoir, Laurent Rimbert, bureau d'études fluides basé à Civrieux dans l'Ain. Au niveau des échanges en autoconsommation collective, les tarifs, comment se fait éventuellement la revente, ou est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que vous avez mis en place un système de gestion de ces flux qui forcément est libre, mais qui peut être amené à être valorisé financièrement? Alors pareil, on est en cours de constitution là, de la personne morale organisatrice, qui est l'association qui organise tout ça. Donc le prix est libre. On a vraiment un changement de paradigme avec la crise énergétique, pour rappel, hein, qui est antérieure à la guerre en Ukraine, mais qui a connu encore un regain avec la guerre en Ukraine et les prix de l'énergie actuelle. Donc auparavant, les acteurs qui faisaient de l'autoconsommation collective, c'était militants. Je dis auparavant, il y a quelques mois, hein, il y a 6 mois, 1 an. Aujourd'hui, on gagne de l'argent en faisant de l'autoconsommation collective, parce qu'on va pouvoir vendre l'électricité à nos voisins à un prix supérieur à ce qu'on revendrait, pour la question précédente, ce qu'on va revendre en surplus sur le réseau. Là, le prix, il est libre. Donc on va le discuter. On est en cours de discussion sur ce prix-là, avec une clause de revoyure annuelle. Après, si on est trop gourmand en tant que producteur, ben, les consommateurs peuvent sortir. Voilà. C'est une bonne entente entre consommateurs et producteurs. Avec forcément une valorisation qui peut se faire fluctuante sur une journée, avec des phénomènes de pointe ou pas? Aujourd'hui, nous, on va faire simple, on va faire du fixe, mais en effet, il y a plusieurs manières de fonctionner en autoconsommation collective et il peut y avoir des prix dynamiques. Il peut y avoir des prix en fonction des consommateurs et des prix, et des priorités en fonction des consommateurs. Merci pour ces précisions. Mais on n'a plus le temps de prendre de questions. J'espère qu'il n'y a pas de frustration dans la salle, mais on a eu le temps quand même d'en prendre 2-3, ce qui est déjà pas mal. Merci d'avoir fait plus court pour nous permettre d'échanger à l'issue de votre intervention. On va passer